Bonsoir à toutes et à tous. Voyager à partir ou à destination de la Martinique est parfois un véritable parcours du combattant. Les billets coûtent cher et les destinations directes sont peu nombreuses. Pourquoi? Quelles conséquences cela a-t-il sur notre société? On en parle tout de suite dans 52 minutes pour comprendre. Et pour en parler, nous recevons ce soir Franz Taudiard, le directeur de l'aéroport Aimé Césaire. Également avec nous Raphaël Nayaradou. Il travaille dans le tourisme depuis 50 ans et nous parlera des évolutions qu'ont connues les transports aériens ces dernières années. Patrice Bensalem est le directeur général du comité martiniquais du tourisme. Et enfin, nous aurons Olivier Bénard par téléphone. Il est chargé de mission chez XL Airways, la seule compagnie aérienne qui ait accepté de participer à ce débat. Nous avions en effet contacté Air France, Air Caraïbes et Corsair, mais toutes ont refusé notre invitation. Bonsoir à tous. Plusieurs centaines d'euros et parfois plus de 1000 en période de pointe, les tarifs des billets d'avion en Martinique font l'objet de nombreuses critiques. Alors sont-ils justifiés? C'est ce qu'ont tenté de savoir Marion Bois, Vincent Mercier et Destiny. Pour Joséphine Pavilla, les vacances, c'est fini. Elle vient de passer une dizaine de jours en Martinique avec ses cousins, ses tantes et sa grand-mère. Elle retourne à Paris rejoindre ses enfants. Ça fait du bien, quoi. C'est les racines, exactement, mon frère, c'est les racines. Donc je reviendrai, mais si le billet était moins cher, ce serait bien aussi. Voilà 10 ans qu'elle n'avait pas posé le pied sur son sol natal. La faute à des billets trop chers. C'est d'ailleurs pour cette raison que ses deux enfants n'ont pas pu venir avec elle. La grand-mère, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vue, donc mes enfants ne la connaissent pas. Et donc si on avait des tarifs très intéressants, ce serait bien, ce serait une occasion pour amener toute la famille. Voilà. À la question du prix des billets, la réponse est unanime. Les passagers ont le net sentiment de payer trop cher. Moi je trouve que c'est énormément cher en fait. Ça allait tous les jours en France si c'était moins cher. Nous sommes à la retraite et on ne peut pas se permettre de payer ce prix-là à deux. Vous voyez, ça fait cher. J'ai de la famille ici, donc des tarifs résidence, ce serait très intéressant. Et avec les taxations, on se retrouve à vraiment à nouveau qu'on est obligé de débourser. Les taxes, c'est l'un des arguments souvent avancés pour expliquer le prix des billets. Pour autant, si on se penche sur la question, on s'aperçoit que pour un Paris-Fort-de-France, elle ne représente que 5,10% du billet. Le reste des taxes et redevances correspond à la taxe dite YQ ou surcharge kérosène. Cette partie totalise, elle, près de 18% du prix. La surcharge carburant est un élément du prix du billet pour la compagnie aérienne, que la compagnie aérienne a externalisé du prix du billet, qui est appelé taxe, mais qui n'est pas une taxe, qui est une partie du prix du billet, comme le prix de l'avion, comme le prix du personnel technique navigant, comme le prix du personnel commercial navigant. Nayaradou Voyage, bonjour. Au niveau des agences de voyage, on relativise quelque peu la cherté des billets. Comparativement à d'autres vols, le prix coupon ou prix moyen du kilomètre par passager reste dans les normes. Alors là, on pourrait vous proposer un vol à 509 € aller-retour. Mais la particularité de la destination Martinique, c'est sa directionnalité. Elle est soumise à de fortes périodes de pointe qui agissent à sens unique, parfois de la métropole vers notre île et parfois l'inverse, ce qui explique que l'on trouve des billets allant de 400 à plus de 1000 €. Nous avons un gros inconvénient, à savoir que par exemple l'été, qui est une période de super pointe, que les compagnies aériennes ne peuvent pas faire face au trafic, et à ce moment-là, les tarifs explosent. Je ne veux pas me faire l'avocat des compagnies aériennes, mais c'est pendant cette période qu'ils engrangent des euros pour faire face à la période creuse. L'arrivée d'une nouvelle compagnie dans le ciel martiniquais a quelque peu changé la donne. Depuis décembre dernier, XL Airways propose des tarifs à partir de 399 €. Une offre garantie sur 10% des sièges à l'année. Mais bien que les coûts de production de cette compagnie soient réduits au minimum, elle aussi est sujette à la saisonnalité. Vous avez des tarifs d'appel qui vont de 399 et puis les tarifs maximums vont se trouver au niveau de 800-850 €, mais c'est vraiment les maximums. Donc si vous voulez, ce qui fait apparaître un prix cher, c'est que c'est des variations saisonnières qui font que
pour un client, quand il entend parler d'un prix, et ben, quand il va vraiment aller réserver, il ne va pas trouver ce prix-là. La marque low cost s'engage pourtant à assurer des prix moins chers que ses concurrents. Alors l'arrivée de cette compagnie à la politique tarifaire agressive pourra-t-elle à terme faire baisser les prix du marché ? Olivier Bénard, vous êtes au téléphone depuis Paris, est-ce que vous nous entendez ? Absolument, bonsoir. Bonsoir, donc comme je le disais, XL Airways est la seule compagnie qui est acceptée de venir sur notre plateau, on vous en remercie. Comment se fait-il que les compagnies aient peur de communiquer sur la question des tarifs des billets? Ont-elles des choses à cacher? Non, d'abord, bon, je ne veux pas juger l'absence ou la présence des concurrents, hein, ça c'est un autre débat. Nous, XL, si vous voulez, les compagnies en règle générale n'ont pas peur de parler des prix. XL, vous l'avez vu, nous sommes dans le ciel martiniquais depuis 4 mois. Et c'est vrai que la politique d'XL, sa stratégie, son marketing, est orientée vers le tarif. Puisque nous estimons aujourd'hui, d'abord parce que c'est le modèle XL, qui est un modèle dit low cost. Et deuxièmement, parce qu'en période de crise, il est bien certain que le tarif est un élément essentiel pour le transport aérien entre la Martinique et la métropole, ou entre la métropole et la Martinique. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est vous répondez à une demande en fait, qui existait pour des tarifs moins chers, évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, et l'exemple récent, notamment du transport européen, avec l'apparition il y a une dizaine d'années de compagnies low cost, comme EasyJet ou Ryanair, pour ne pas les citer, alors que les compagnies majeures avaient dit que c'était un feu de paille. On s'aperçoit aujourd'hui, je ne le disais pas plus tard qu'aujourd'hui, que EasyJet va devenir la première compagnie sur l'aéroport de Nice. Donc je crois que c'est quand même important aujourd'hui, non seulement de parler des prix, mais aussi de parler de l'accessibilité du transport, puisque le prix est quand même une barrière qui empêche l'accessibilité du transport, et j'ai écouté votre reportage tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un sujet crucial. Donc il est évident qu'on ne peut pas faire du transport aérien sans parler de prix pour les clients, et on ne peut pas faire du transport aérien aussi sans parler de rentabilité, parce que si vous faites que des prix, mais que vous avez des recettes qui n'atteignent pas les coûts, il est bien entendu que l'histoire. D'accord, alors on va parler de la rentabilité après. Je vais passer la parole à nos invités. Donc, Franz Taudiard, plusieurs centaines d'euros pour un billet d'avion, un aller-retour Paris-Fort-de-France, parfois plus de 1 000 euros. Est-ce que ce sont des tarifs qui sont justifiés? Écoutez, quand vous prenez la structure du prix d'un billet, vous voyez que sur le prix de ce billet, vous avez une part donc, qui revient à la compagnie, cette partie de surcharge pétrole qui revient aussi à la compagnie, et puis le reste, un certain nombre de taxes. Bon. Ce sont ce qui va. Alors attendez, on va prendre un exemple précis parce qu'on a préparé quelques chiffres sur le détail du prix en euros des billets sur 4 compagnies différentes. Donc on se rend compte que les taxes, ça représente à peu près 75 euros sur un aller-retour Fort-de-France-Paris. Ce qu'on appelle la surcharge carburant, c'est de l'ordre de 284 euros pour 3 compagnies et 222 euros pour XL Airways. Et après, ce qui fluctue, c'est le prix du vol qui est fixé par les compagnies. Exactement, c'est ça qui fluctue. Donc vous avez, alors je crois qu'une fois pour toutes, il faut que nous puissions faire la lumière sur l'ensemble de ces taxes. Vous avez successivement donc la taxe aviation civile, qui est perçue à la fois à Martinique, mais également à la fois à Paris, si on prend un Fort-de-France-Paris aller-retour. Et d'une manière générale, vous payez des taxes pour l'aéroport de Fort-de-France et vous payez des taxes pour l'aéroport d'Orly. Orly ou Roissy, en tout cas pour l'aéroport de destination. Donc, vous avez la taxe de l'aviation civile, c'est une taxe qui est perçue par l'administration de l'aviation civile et qui permet de financer les investissements que font l'aviation civile, les tours de contrôle, les équipements de radionavigation et le personnel. Vous avez donc la taxe aéroport, qui est la taxe qui permet de financer les équipements de sécurité et de sûreté. Sécurité, c'est les pompiers, et la sûreté, c'est tout ce qui concourt au contrôle des passagers et des bagages pour vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, d'explosifs ou dans les bagages. Ensuite, vous avez la taxe d'embarquement qui est payée uniquement sur la destination, pour l'instant métropole, qui est payée au profit de la région. Et ensuite, vous avez la taxe solidarité
qui est dite, entre guillemets, la taxe Chirac, qui est perçue pour aider au développement du tiers-monde. Aider au développement des pays en voie de développement. Voilà. Et puis, vous avez donc la redevance passager, qui est perçue par les gestionnaires d'aéroports, donc l'aéroport Martinique et Césaire, donc qui s'élève les aéroports de destination. 23, près de 23 euros. 23 euros sur un billet de 1400 euros. Donc vous voyez un très faible pourcentage. Et cette taxe, cette redevance plus exactement, permet de financer l'investissement des installations, les parkings, les aérogares. Donc ce que vous dites, vous, c'est que ce ne sont pas les taxes qui expliquent le prix des billets. Absolument. Et d'ailleurs, ce sont des taxes qui varient très peu au cours de l'année. Quand on regarde sous les 3 ou 4 dernières années l'évolution de ces taxes, elles sont inférieures même, pour certaines, inférieures à l'inflation. Ce qui varie, ce sont les prix des billets, les prix perçus par les compagnies. C'est ce qui varie, et on le voit en fonction des saisons, du simple au double, voire même plus. Alors, Olivier Bénard, est-ce que les compagnies aériennes font leur beurre sur nos destinations? Est-ce que les Antilles sont des destinations rentables? Je vais vous répondre différemment. Avant, je voudrais juste relever ce que disait Franck Touvière. Il y a effectivement des taxes qui sont perçues par les compagnies et reversées. Et puis, il y a aussi des coûts que les compagnies versent directement, soit aux organismes de contrôle, soit aux organismes concernant le transport et la régulation sur l'Atlantique, soit au niveau des aérogares. Les compagnies ont aussi des coûts qui sont facturés par les aérogares. Donc, il n'y a pas que les passagers qui payent au niveau des redevances. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que les compagnies sont elles-mêmes soumises à des taxes. Les compagnies payent aussi, bien évidemment. Alors maintenant, pour répondre à cette question, est-ce que les compagnies se font du beurre sur les Antilles? Je vais juste citer, puis il y a Raphaël Nayarou qui est sur notre plateau, j'ai cité le nombre de compagnies qui desservent les Antilles depuis 20 ans et qui n'existent plus. Et si les compagnies se faisaient vraiment autant de beurre, comme vous dites, je pense qu'elles seraient toujours là et toujours vivantes. Alors maintenant... Oui, effectivement. Alors, on a noté quelques dates clés que je vais rappeler. Donc, en mars 2001, il y a eu la disparition d'Air Outre-mer. Février 2003, c'est Air Lib également qui a arrêté de desservir notre destination. Puis, en 2003, Air Caraïbes a pris la relève. Et vous êtes arrivé en décembre dernier sur les Antilles. Le débat du prix du billet d'avion est un débat qui existe depuis très longtemps sur les Antilles, mais pas que sur les Antilles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, et encore une fois, Raphaël Nayarou pourra en témoigner, quand on regarde le prix du billet d'avion avant, lorsqu'il y avait un monopole de transport aérien qui était encore franc, et quand on regarde par rapport à l'euro aujourd'hui, on constate que les prix sont toujours trop chers, puisque tout est toujours trop cher, mais pour tout le monde. Moi, le premier, quand j'achète quelque chose, je trouve ça toujours trop cher. Par contre, on constate que les prix en francs constants transformés ou en euros constants n'ont pas augmenté. Alors là, vous parlez à quelle échelle de temps? Parce que si on regarde les chiffres de l'INSEE, entre 1997 et 2009, les tarifs ont augmenté en moyenne de 49%. Non, alors bien entendu, ça se fait dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Vous prenez les tarifs les plus hauts. Pardon? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais parler d'Ixelles. Ixelles, aujourd'hui, on a un prix d'appel, comme dirait Franck Taudiard, TTC, taxe, redevance, carburant plus tarif hors taxe, qui est un prix d'appel à 399 €. D'accord? Pour 10% des passagers. Ce prix d'appel, on le retrouve entre 12 et 15% pour la totalité des 220 000 passagers, des 220 000 sièges que nous offrons sur les Antilles. Après, vous avez des tarifs qui sont évolutifs. D'accord? Donc on a ce qu'on appelle une politique de yield management. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années et qui permet d'optimiser. Ça permet surtout d'absorber quelque part les saisonnalités et ça permet de répondre à la loi de l'offre et de la demande. Le reproche qui nous est souvent fait, c'est que ces tarifs sont très chers sur la haute saison et sont beaucoup moins chers sur la basse saison. D'accord? Il est vrai que quand il y a beaucoup de demandes, mais ça c'est vrai pour tous les secteurs d'activité économique, les tarifs sont généralement plus chers. Ce qui choque beaucoup, et c'est pour ça que nous, quand nous avons lancé notre politique low cost, c'est de pouvoir faire en sorte que le tarif le plus bas soit beaucoup moins éloigné que le tarif le plus haut. C'est-à-dire ce qui choque les Martiniquais, c'est que quand en basse saison on trouve des billets à 500 et en haute saison à 1800. Et ça, c'est vrai que c'est choquant.
C'est pour ça que la politique, que nous menons au niveau tarifaire, nous avons limité l'amplitude de la grille et nous avons des tarifs d'appel qui sont autour de 399 et les tarifs les plus hauts sur notre grille sont à 1200. D'accord, donc vous avez des tarifs qui vont de 400 € à 1200 €. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que la destination vous permet quand même de rentrer dans vos frais ou est-ce que c'est difficile, comme le disent aussi certaines compagnies aériennes? Est-ce qu'on s'y retrouve? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, on a lancé les vols le 17 décembre sur la Martinique. Ça fait 4 mois. On a des beaux tons de remplissage. On nous avait prédit des difficultés, notamment parce qu'on dessert Roissy. On s'aperçoit que la fin du mois de mars, le chiffre sur la Martinique, on est à 82% de remplissage. Donc, c'est bien. Maintenant, pour faire un état des lieux complet, nous, compagnie aérienne, par rapport au lancement il y a 4 mois, il faudra attendre encore un petit peu. État des lieux après 1 an. Alors, je vais passer la parole à Raphaël Naiyaradou. Donc, vous avez été un petit peu pris à témoin par ces propos. Pour reprendre aussi un exemple, on a pris les tarifs au hasard des 4 compagnies aériennes pour un aller-retour Fort-de-France. On a constaté effectivement que les tarifs les moins chers se retrouvaient sur XL Airways avec un billet à 509 €, le plus cher sur Air France 884 €. Ça fait presque 400 € de différence. Comment est-ce qu'on explique une telle différence de prix, Raphaël Naiyaradou? Écoutez, déjà, une chose est certaine, à avion égal, XL Airways a 100 passagers, 100 sièges de plus sur le même avion comparativement à Corsair. Donc, c'est l'une des premières raisons, qui veut dire que les gens ont moins d'espace sur XL Airways. Mais que du coup, ils payent aussi un peu moins cher. Ah oui, bien sûr. Bon. Vous savez, le problème est le suivant, c'est qu'on s'est retrouvé pendant une période qu'on n'a pas arrêté de parler à l'époque du 747 d'Air France, la bétaillère, parce qu'il y avait près de 780 passagers sur l'avion, et de ce fait, on avait l'impression que les gens étaient assez dans l'avion. Alors que ce même avion, sur certaines destinations, ils peuvent mettre 800 personnes. Donc, c'est assez difficile, parce que je me mets à la place des clients, que finalement, au bout, il faut que les gens sachent une chose. Aujourd'hui, j'ai pris un exemple d'un passager qui fait Fort-de-France-Paris le 15 mai pour revenir le 22 mai sur la compagnie Air France. Le décompte se fait de la façon suivante. La compagnie perçoit 189 €. La surcharge carburant est de 284 €. Oui, on avait ces chiffres-là, effectivement. Et les taxes sont de 75 €. Les taxes, que je dis les taxes, toutes les taxes. Donc, pour vous faire voir qu'en réalité, le carburant pèse de plus en plus dans le transport aérien. Et de ce fait, c'est l'une des raisons qui fait qu'actuellement, on se retrouve avec des billets très chers. Pourquoi? Parce que pendant la période d'été, vous savez, une compagnie aérienne, ce sont des commerçants. Ils sont là pour rentabiliser leur compagnie. Et de ce fait, s'ils savent qu'ils vont refuser du monde pendant les périodes d'été, ils sont plus chers pendant les périodes d'été. Mais en réalité, nous avons des billets autour de 550 € et 400 € sur XL Airways. Ça vous paraît raisonnable? Ça me paraît raisonnable et pas raisonnable. Parce qu'en période de crise, c'est quand même... c'est quand même cher. Et puis, c'est vrai que la spécificité de la Martinique, c'est qu'on est une île et qu'en dehors de l'avion, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport pour quitter l'île. Enfin, il y a un peu de bateaux si on va aller aux alentours, mais on est malgré tout une clientèle captive. Donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, si on veut partir en famille, de payer 4 fois 500 € de billets d'avion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je pourrais dire qu'ils ne voyagent pas. Qui ne voyage pas. Bon, alors Patrice Bensalem, on vous a pas encore entendu. Justement, donc XL Airways est arrivé parmi les compagnies qui existaient déjà avec l'idée de faire jouer le mécanisme de la concurrence pour faire baisser les prix. Est-ce que à elle seule la concurrence peut y parvenir? Bon, déjà, il y a tout un schéma qui est en place et effectivement, quand une nouvelle compagnie arrive avec une tarification plus agressive, obligatoirement, ça oblige ce schéma à se remettre en question et à chercher les meilleures opportunités ou les meilleures solutions pour effectivement rester dans le marché. Donc, pour moi, c'est un plus, effectivement. Donc, ça veut dire que malgré tout, les compagnies peuvent baisser un petit peu leurs tarifs si elles le souhaitent, si on les y incite.
Moi, je crois que chaque compagnie a des problèmes, enfin en tout cas une gestion structurelle à assumer et toutes n'ont pas les mêmes paramètres de gestion au départ. Et je pense que des compagnies comme Air France, qui ont sûrement une antériorité, ont structuré leur compagnie d'une certaine manière à une certaine époque et aujourd'hui elles gèrent cette structure. Les nouvelles compagnies ont peut-être bénéficié d'expériences de ces compagnies majeures et aujourd'hui se sont peut-être plus rapidement et plus facilement adaptés au marché. Je pense que c'est plutôt les anciens modèles économiques qui aujourd'hui ont des contraintes à faire évoluer par rapport à ces nouvelles compagnies qui, elles, ont des modèles économiques plus adaptés à la conjoncture. Alors Olivier Bénard, vous faites partie de ces compagnies qui auraient un modèle plus adapté à la conjoncture. Quel est votre secret pour faire baisser les prix? Alors, si vous voulez, je vais vous répondre à votre question. Par contre, juste avant, j'étais en poste sur Martinique il y a très longtemps, notamment en 1993. Et je voulais simplement dire, parce qu'il faut parler chiffres puisqu'on parle tarif, le tarif d'appel en 1993 était de 3 290 francs. 3 290 francs, ça fait aujourd'hui 501 €. D'accord? Aujourd'hui, le tarif d'appel XL, c'est 399 €. Donc le tarif d'appel en 2013 est plus bas qu'en 93. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, donc voilà, ça a baissé. C'est ce que vous voulez dire par rapport à 93. Les tarifs d'appel, en tout cas. Absolument, c'est-à-dire il y a 20 ans. Hein. On parle du tarif d'appel et pas du tarif moyen, cela dit. Mais non, mais il faudrait avoir les chiffres. C'est pour dire toujours, on dit, ça augmente. Quand on dit les tarifs augmentent, quand vous annoncez que ça fait X%, vous prenez généralement les tarifs les plus hauts. Les tarifs moyens, vous êtes incapable de les savoir, puisque les compagnies les gardent bien pour elles, et c'est un secret de fabrication, le tarif moyen. Par contre, pour répondre à votre question sur les coûts, et j'écoutais Patrick voilà, donc votre secret. Il est évident que le coût et la structure même d'une compagnie comme XL n'a absolument rien à voir avec une compagnie comme Air France ou d'autres compagnies desservant la Martinique. On a un coût au siège. On exploite un avion qui est un Airbus 330-300 qui est équipé de 408 sièges. Nos concurrents exploitent le même avion qui est équipé entre 340 et 360 sièges. Donc déjà, nous avons 50 sièges de plus. Donc ça veut dire que le coût unitaire de notre siège est plus bas. D'accord, vous avez 50 sièges de plus. Ça veut dire très clairement que la recette sur notre avion, on l'a sur 408 sièges et pas sur 360. Nous n'avons que de la classe économique. Et puis ensuite, la compagnie XL, c'est une compagnie qui exploite des avions, des lignes, et qui emploie autour de 600 personnes. Donc nous avons des charges qui sont extrêmement légères, et nous nous adaptons à la saisonnalité. Donc il est bien certain qu'on a un coût de production au siège qui est plus bas que ceux de nos concurrents, ce qui nous permet de nous positionner en termes de tarifs plus bas. C'est exactement la même approche que peuvent avoir les compagnies low cost moyen courrier. Quand vous dites que vous adaptez à la saisonnalité, c'est-à-dire qu'en basse saison, vous aurez moins de rotation? Eh bien, on a un programme de base qui est connu de tous, puisque nous travaillons avec toutes les agences de voyage martiniquaises, parce que, je vais vous donner un exemple, les autres compagnies ont des bureaux, etc. Nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de comptoir, nous n'avons pas d'agence. Vous travaillez uniquement sur Internet. On n'a pas tous ces coûts de commercialisation liés. Ça veut dire que pour répondre à votre question sur le programme, en très basse saison sur la Martinique, nous effectuons 2 vols par semaine sur Roissy. En saison standard, c'est-à-dire à peu près 7 mois par an, nous effectuons 3 vols par semaine sur Paris, CDG. Et en haute saison, cet été, on a rajouté des supplémentaires et nous effectuons 4 vols par semaine sur Roissy. D'accord, donc une plus grande adaptabilité, des coûts moindres. Est-ce que c'est ça l'avenir finalement des compagnies aériennes ? Si je peux apporter un élément de complément d'analyse, c'est en effet, donc Olivier Bénard a parlé de son coût de production. Il est clair que le coût de production donc, chez XL est inférieur à celui d'Air France ou certainement d'Air Caraïbes ou autres Corsair, ce qui fait qu'à la sortie, ils peuvent proposer des prix plus intéressants pour le passager. Mais aussi, il faut qu'on travaille également sur du volume. Bon, c'est-à-dire plus on transporte de passagers, plus il y a je suppose, de passagers, et moins certainement, à la sortie, le prix du billet sera inférieur. Donc, on a un travail aussi à faire pour pouvoir donc développer, c'est ce que nous essayons de faire donc, avec le comité martiniquais de tourisme, c'est développer le plus possible notre trafic, faire en sorte qu'il y ait plus de volume pour que les compagnies soient moins sujettes au problème de pour qu'elles soient remplissage. Rentables, il faut qu'elles puissent, qu'il y ait suffisamment de personnes qui prennent les avions. Et puis, si toutes les compagnies se pliaient aux règles d'XL Airways, c'est-à-dire d'avoir que
3 vols par semaine, on n'aurait pas forcément de vols tous les jours à destination de Paris, et ça aussi c'est un problème. Ah, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable que la Martinique ne soit pas reliée, d'une manière quotidienne à la France, mais je vais dire sur plusieurs destinations aussi. L'idéal pour nous, c'est que nous ayons le maximum de destinations à partir de la Martinique. Justement, donc l'autre grosse critique qui est faite aux compagnies aériennes, et enfin au transport aérien sur la Martinique au-delà du prix, c'est le manque de destinations. Si on veut aller ailleurs qu'en France, c'est très très compliqué pour aller dans la Caraïbe, pour aller en Amérique latine qui est pourtant notre voisine et qui offre des perspectives, qu'elles soient touristiques ou économique de développement, donc ça on y reviendra dans la deuxième partie. En tout cas, comment ça se fait qu'il y ait si peu de destinations qui soient reliées à la Martinique? Si vous voulez, je peux essayer de répondre en tout cas sur une partie de la question. Il est clair qu'une destination, elle a une attractivité. Donc il faut effectivement susciter dans les pays émetteurs le besoin et l'envie de venir. Nous avons effectivement sur cette destination Martinique bien compris depuis longtemps qu'il faut multiplier les dessertes aériennes. Et nous travaillons alors conjointement avec bien évidemment l'aéroport Aimé Césaire, avec le SNAV, donc le syndicat des agents de voyage, avec la région bien sûr, avec les volontés réunies comme cela au développement de dessertes aériennes. On sait absolument que la solution passera par une augmentation du trafic et une ouverture sur les marchés de Alors proximité. ça se fait un petit peu avec effectivement la ligne Miami, mais ça reste très timide quand même. On a vu que Air Caraïbes l'an dernier a fermé ses lignes vers la Havane, vers Belém, vers Cayenne, donc il ne reste plus que Air France pour desservir Cayenne. C'est quand même assez inquiétant ces fermetures. Mais il faut du volume, il faut qu'il y ait un courant de trafic, il faut qu'il y ait pour créer une ligne entre un point A et un point B, c'est qu'il faut trouver des gens pour voyager. Des avions, il y en a. Si vous trouvez des motivations à faire déplacer les gens entre la Martinique et n'importe quel autre pays et vice-versa, il faut des motivations. Mais c'est un peu le chien qui se mord la queue, parce que est-ce que s'il y avait plus de vols, par exemple quelqu'un qui veut venir en Martinique depuis le Mexique peut pas venir, donc du coup il vient pas, donc du coup il n'y a pas de demande. Une compagnie aérienne est une entreprise comme toute autre. Son objectif c'est de rentabiliser ses investissements. Donc sur le coût de l'avion, le coût technique, le coût de personnel, etc. Donc il faut remplir l'avion. Et remplir l'avion, c'est trouver des passagers. Donc faire en sorte que les gens aient envie de venir, soit d'aller vers un autre pays, ou que ces gens de cet autre pays de venir chez nous. Donc il faut développer des motivations pour que les gens. Parce qu'à Cuba, on avait envie d'y aller, mais c'est eux qui n'avaient pas forcément tellement envie de venir ici, ou qui ne pouvaient pas en tout cas le faire, parce que c'est peut-être pas l'envie qui leur manquait. Non, mais... pour Cuba, si vous voulez qu'on développe, on peut développer. Il y a une réelle volonté de Cuba, des Cubains de venir à Martinique, comme il y a une réelle volonté des Martiniquais d'aller à Cuba. Donc, mais il faut un ensemble. Et pour autant, la ligne est fermée. La ligne avait fermé, c'est pour des raisons techniques, c'est pour des raisons donc, notamment d'avions, entre autres, que la ligne avait fermé. Aujourd'hui, on peut rouvrir si on trouve le bon avion et on trouve les passagers où il faut être motivé pour y aller. Donc, soit pour des vacances, soit pour faire des affaires, soit pour aller étudier, soit pour aller faire du sport, faire de la musique, etc. Donc, il faut que les gens aient des motivations pour se déplacer. Des avions, il y en a. Donc, il faut trouver des raisons pour nourrir une ligne. Les gouvernements des îles voisines payent, enfin en tout cas subventionnent parfois certaines compagnies pour qu'elles viennent s'installer chez eux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici? Est-ce que ce serait une bonne idée, Raphaël Nayaradou? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que pour peut-être amorcer la pompe, une aide peut-être de l'État permettrait de lancer une ou deux lignes. Par exemple, il est anormal que nous n'ayons pas, moi en tant qu'agent de voyage, si vous voulez aujourd'hui aller sur Caracas, je vous envoie sur Panama ou sur Miami pour aller rejoindre Caracas qui est à 1 heure de vol de la Martinique. Il faut absolument que nous ayons une compagnie qui soit en porte d'entrée pour l'Amérique du Sud. Alors, comme Caracas est le plus près, je pense qu'il faudrait que les autorités apportent une aide. Alors, Patrice Ben Salem, une réaction par rapport à ça? Enfin,
Par expérience, ce schéma d'accompagnement, de mise en place de lignes n'a jamais été très pérenne parce que il y a eu des expériences avec Buzz Air sur l'aéroport de Toulon, avec Ryanair sur certains aéroports. Finalement, on n'est pas dans une partie de poker où on paye pour voir. Les accompagnements étaient très élevés à l'époque. Je crois qu'il faut donner dès le départ les vrais éléments économiques, donc une vraie étude de marché, un vrai engagement de part et d'autre. C'est un investissement. Il faut avoir des partenariats d'accompagnement, de promotion, avoir de l'offre, mais en aucun cas financer la mise en place d'une ligne. Ça peut attirer d'ailleurs des compagnies qui auront l'intention de ne faire qu'un one-shot, donc en tout cas faire une expérience qui leur coûtera peu. C'est pas comme ça qu'on bâtit un business pérenne. Je veux dire que le business, c'est un engagement, c'est une prise de responsabilité. On fait pas d'affaires sans prendre de risques, donc il faut déjà dès le départ avoir bien étudié son marché. Par expérience, ça serait un très mauvais schéma. Je pense qu'il faut vraiment plutôt prospecter, avoir avec les interlocuteurs marché émetteurs une vraie stratégie. Et là, on peut imaginer que dans le futur, les lignes qu'on mettra en place dureront. C'est la perspective que nous avons avec American Airlines notamment. On en parlera dans la deuxième partie où on verra que ces problèmes liés au transport aérien ont des conséquences très concrètes sur notre société et notamment sur le tourisme. On en parle dans quelques minutes. Ne bougez pas. Merci de regarder 52 minutes pour comprendre. On parle des transports aériens en Martinique. Avant la pub, nous avons vu que les tarifs des billets sont assez élevés et que notre île n'est reliée qu'à peu de destinations. Cela a des conséquences directes sur certains secteurs de notre économie, notamment sur le tourisme. Marion Bois et Vincent Mercier sont allés rencontrer des professionnels du secteur. Regardez, c'est avec Gaël Dufief. Chez les touristes comme chez les Martiniquais, la question du prix des billets d'avion fait quelque peu tiquer. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. On a beau regarder sur les trois compagnies, c'est toujours le même prix, environ 700 € pour une classe touriste. Pour nous, les Québécois, c'est plus cher de venir à Martinique que d'aller à Cuba ou au Mexique. Beaucoup plus dispendieux. Le forfait, comme moi, c'est pas moins de 3 500 €. Moi, ça fait la 9e fois que je viens et au départ, ça tournait toujours autour de 500 €. Maintenant, c'est 600 et encore que pour 15 jours aussi. J'ai entendu dire aussi qu'au niveau du poids, vous avez moins de poids, donc du coup, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de fruits et pas beaucoup de rhum non plus d'ailleurs. Et au niveau des professionnels, le mécontentement est le même. L'année touristique est ponctuée de 10 à 15 semaines où la demande est forte. À ces périodes, les prix explosent car tout le monde veut voyager en même temps, notamment les congés bonifiés. Ces Martiniquais devenus fonctionnaires en métropole, ils bénéficient tous les 3 ans de voyages gratuits. On a très peu de clientèle française et européenne, notamment au mois de juillet ou au mois d'août, parce que les congés bonifiés dérégulant ces tarifs, nous n'avons pas de clients sur ces périodes. Les solutions, elles sont déjà, ne serait-ce que pour les mois de juillet et mois d'août, c'est d'étaler le départ des congés bonifiés. Il pourrait y avoir une obligation de partir des dates un peu plus faciles, en tout cas en ce qui nous concerne. Pourtant, malgré ces prix forts en période touristique, certains établissements parviennent à capter une clientèle métropolitaine et étrangère. Alors, nous arrivons à la Villa Loccio. La solution, se positionner sur le haut de gamme. Ici, on ne craint pas la concurrence des packs all-inclusive de République dominicaine. Le prix des billets, c'est en quelque sorte accessoire. Et voilà le clou du spectacle, c'est le jacuzzi à une température de 35 degrés en moyenne pour la détente. La population étrangère qui vient ici paie souvent le même prix qu'un Paris-Fort-de-France pour 2 fois moins de distance. Ça n'empêche pas les touristes de revenir. À mon avis, ce n'est pas le billet qui est trop cher. La personne qui veut venir en Martinique, elle budgète, elle le sait, ça va lui coûter tant par billet, elle le sait. Une fois que la personne est en Martinique, là, il faut qu'il ne regrette pas ce qu'il a payé. Et s'il est ravi, il a oublié le prix qu'il a payé. Mais pour une clientèle moins aisée, le billet est parfois inabordable. La Martinique reste marquée par une forte saisonnalité qui fait gonfler les prix. Le phénomène est propre à la population locale et touristique de l'île. Alors, quels moyens pourraient un jour changer la donne ? Alors, la crise de l'hôtellerie martiniquaise est-elle due au transport aérien, Raphaël Nayaradou ? Oui et non. Vous savez, le problème est le suivant, le plus grand concurrent
du touriste, c'est le propre martiniquais qui voyage pendant l'été et qui veut voyager pendant l'été. Il ne faut pas oublier que la plus grosse population antillaise se trouve en métropole. Et de ce fait, toutes ces personnes veulent absolument rentrer pendant cette période. Alors, pour alléger la période de pointe, à une époque, il y avait un projet gouvernemental, je ne sais pas s'il a abouti, qui faisait que les gens qui bénéficiaient des vacances, des congés bonifiés, les prendraient étalés sur l'année. Malheureusement, vous savez... Ça n'a pas été mis en place. Si, ça a été mis en place, mais l'expérience a prouvé que la plupart de ces personnes ont des enfants scolarisés, etc. Et ne peuvent pas partir en dehors des vacances. Ils avaient toutes de bonnes raisons de rentrer pendant cette période-là. Donc ça fait exploser les prix à certains moments. Vous savez, il faut être logique. Vous savez, M. Taudiard a bien dit que c'est une entreprise, une compagnie aérienne. Si vous savez que vous allez refuser du monde, à la limite, vous montez votre prix. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, soit les gens décident de boycotter pendant cette période-là les compagnies aériennes, peut-être que ça les ferait réfléchir. Soit ils n'ont pas le choix, ils achètent de toute façon leurs billets, surtout quand toutes les compagnies augmentent leurs tarifs en même temps. Oui, mais c'est parce que c'est le système qui est comme ça. Parce que, en réalité, si les avions partaient remplis dans les deux sens toute l'année, le coût moyen d'un billet d'avion, allons disons autour de 700 €, 600-700 €. Ce serait à peu près le prix qu'on paierait un aller-retour toute l'année. Malheureusement, vous avez des périodes où vous avez du disponible sur les avions. C'est-à-dire que vous avez des sièges non utilisés. Oui, il y a des périodes qui sont creuses, effectivement, qui sont hors vacances scolaires, où les gens ne viennent pas forcément, où c'est aussi la saison des pluies en Martinique. Alors, une question par rapport à la cherté de notre destination, parce qu'on l'a vu dans le reportage, la Martinique est malgré tout une destination qui reste chère. Le monsieur québécois disait par exemple qu'il avait payé un forfait à 3 500 € pour une semaine. C'est énorme. Et qui peut-on attirer, mis à part une clientèle de luxe, avec des tarifs comme ça? Alors, allez-y, Olivier Bénard. Je vais passer la parole après à M. Ben Salam. Je vous écoute. Quand on parle de forfait sur la Martinique, il faut savoir quand même, nous XL, si vous voulez, nous sommes assez spécialisés aussi, puisque la compagnie dessert la République dominicaine 14 fois par semaine au départ de la métropole en haute saison. D'accord ? Donc on a une belle visibilité et une bonne vision sur les forfaits que l'on peut trouver sur les Antilles françaises. Les tarifs de vos billets vers la République dominicaine, quels sont-ils si on compare à la Martinique? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est plus bas? Ils sont aussi chers. D'accord. Et ce que je peux vous dire par contre, parce qu'il faut arrêter quand même de se complexer. Vous avez des forfaits d'appel aujourd'hui en basse saison sur la Martinique qui sont extrêmement compétitifs. Vous avez des forfaits sur la République dominicaine en janvier qui sont aussi chers que les forfaits en Martinique. Donc le problème, il n'est pas forcément là. Le problème, notamment pour la desserte aérienne, puisque j'entendais est-ce que là, c'est des compagnies aériennes qui ont tué l'hôtellerie. Le problème des compagnies aériennes, c'est qu'on est soumis, nous, à une saisonnalité dont on n'est pas maître. Il y a eu un grand débat il y a peu de temps en métropole et en Martinique sur les vacances scolaires. Il est évident que tant qu'on restera dans un phénomène de vacances scolaires comme on a actuellement, il y aura forcément une saisonnalité. Que ça soit d'ailleurs pour le tourisme ou que ça soit pour les Martiniquais souhaitant se rendre sur la Martinique l'été, tant qu'on restera sur des modèles avec des congés bonifiés, qui vous en parliez dans un reportage, qui sont disponibles uniquement que sur l'été puisque c'est des vacances, forcément ça renchérira le prix du billet. Donc il y a un véritable débat à avoir pour justement aplanir sur l'étalement, pour lutter contre la saisonnalité. Aussi des séjours constants. Et puis tout à l'heure j'écoutais François Taudiard qui disait que c'était impossible d'avoir que toutes les compagnies aient le modèle de XL où on s'adapte à l'offre. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que nous XL, on ne recherche pas que toutes les compagnies nous imitent, c'est pas le problème. Nous, on a un modèle qui fonctionne comme cela. Voilà, vous voulez proposer une offre différente. Air France, puisque c'était Air France qui était cité, et un modèle différent avec des structures différentes. Par contre, ce que je comprends un peu moins bien, c'est comment aujourd'hui les deux autres compagnies aériennes dont je tairai le nom se sont mis d'accord pour voler tous les jours sur les Antilles en ayant un code vous parlez de Air Caraïbes et de Corsair, de réguler, c'est-à-dire d'annuler des vols sur certains jours. Je crois que c'est une fausse réponse à un vrai problème. Alors juste, on va faire une précision là-dessus. Donc elles ont groupé leurs vols. En fait, elles utilisent des appareils en commun pour remplir les avions quand leurs avions ne sont pas pleins. Est-ce que ça, c'est autorisé? C'est tout à fait. Vous savez, nous sommes dans un système libéral. Ce sont des accords de code-sharing
et de partenariat donc, entre les deux compagnies qui optimisent leurs moyens. Si vous voulez, c'est une logique, là encore, d'entreprise. Donc, je reviens sur ce que je souhaite, ce à quoi nous travaillons, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de passagers qui prennent les avions, qui voyagent. Mais de quelle façon alors, on y arrive? Bon, si vous voulez, on n'est pas tous là, ici, capables de le faire. Il y a un problème de pouvoir d'achat des gens. D'abord, c'est... vous savez, la structure du trafic... On retombe sur ma question sur les 3 500 €, c'est énorme. Donc voilà, qui est-ce qu'on peut attirer? Alors je vous laisse finir, je vais quand même faire réagir Patrice Bensalem là-dessus. Oui, tout à fait. Donc la structure du trafic est telle aujourd'hui que nous dépendons donc environ à 40-45% du tourisme. Le reste, c'est nos compatriotes, donc c'est le trafic affinitaire, nos compatriotes donc, qui sont en France, et puis le Martiniquais. Bon, c'est eux qui ont moins voyagé que les touristes, puisque les chiffres du comité martiniquais du tourisme nous disent qu'il y a une légère augmentation donc, des flux touristiques. Donc, si les gens voyagent moins, c'est qu'ils ont moins de moyens. Donc, ici, il faut trouver des possibilités pour faire en sorte que les gens aient plus de moyens pour voyager, de motivation pour voyager. Donc ce sera des questions du développement économique. On va y revenir après. Donc sur ces tarifs qui sont parfois exorbitants. C'est vrai que même si on vient de métropole, il faut payer des billets d'avion. Si on est une famille, donc que ce soit, mettons, 800 € un billet moyen. Après, payer la location d'une voiture, payer l'hôtel ou la location d'une villa. C'est quand même une destination qui est chère. Alors c'est une destination qui est plus chère que d'autres destinations. Il ne faut pas oublier qu'à Saint-Domingue, par exemple, les hôtels sont des resorts souvent de très très grande capacité. Que leur masse salariale est 8 à 10 fois inférieure à un resort français. Mais on trouve, par exemple, parce qu'on compare avec la République dominicaine, qui est située dans le même bassin caribéen que nous, des forfaits all-inclusive à partir de Paris, 800 € la semaine, quoi, tout compris. Comment on peut lutter contre ça? Alors, lutter contre ça, c'est d'abord avoir de l'offre en basse saison. Donc, avoir de l'offre en basse saison, c'est intégrer que lorsqu'on a une structure économique à faire tourner, la basse saison doit, en priorité, servir à couvrir les charges et pas chercher à faire du bénéfice. Donc la tarification publique est peut-être encore à repenser sur cette période de basse saison de façon à permettre d'avoir des offres. C'est ce que font les gens de Saint-Domingue, c'est-à-dire qu'ils ont des offres qui couvrent leurs charges. Alliés à une tarification aérienne raisonnable, on se trouve à avoir des packages qui sont très intéressants. Ils proposent aussi du all-inclusive, ce qui n'est pas le cas chez nous. Est-ce que c'est aussi une solution? Non. Non, honnêtement, je ne pense pas. Vous savez, nous avons notre produit, il ne faut surtout pas aller copier les autres. Je rejoins M. Bensalem. Un petit hôtel dans les resorts à Saint-Domingue, c'est un minimum de 1000 chambres. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Bon. Non, là actuellement, je pense que notre produit, il faut l'améliorer. Par contre, je voudrais revenir... Faire de la qualité, comme ce qui était dit dans le reportage, de proposer des hôtels un peu de luxe, ou en tout cas de standing, qui permettent de... Oui, mais est-ce que nous aurons cette clientèle de luxe? Le problème est le suivant. Vous nous parlez de cette personne qui a payé 3 500 €. Déjà, je me pose la question, en quelle classe il a voyagé? Non, il parlait du forfait compris, hein, oui, pour tout son séjour en une semaine. Oui, mais il peut avoir un forfait en Martinique et qu'il a pris une classe Le Club sur Air France, qui fait que son billet lui a coûté, je ne sais pas, 2000 et quelques euros. Ça dépend de la classe, ça dépend de la période. Parce que vous savez que vous avez des périodes où le billet d'avion est plus cher. Faut que l'on sache quelque chose. Enfin, je ne sais pas, je suis mal à l'aise pour le dire, parce que mon rôle, moi, en tant qu'agent de voyage, c'est de défendre les clients. C'est le passager qui me fait vivre, c'est pas la compagnie aérienne, pour être clair. Mais nous, Martiniquais, nous sommes tellement rattachés au cordon ombilical de la métropole qu'on a tous des enfants, des parents, de la famille en France, que tout le monde a envie d'aller en France. Bon. Mais il y a les 8000 kilomètres. Ils sont là, les 8000 kilomètres. On ne peut pas les effacer. Et que nous avons accepté... peut pas, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas aller dans beaucoup d'autres destinations. C'est ça aussi. Est-ce que la diversification des destinations ne permettrait pas aussi de lutter contre la saisonnalité? Parce que peut-être que les autres pays ont d'autres types de vacances qui ne sont pas au même moment, etc., et qui permettraient aussi de lutter contre cette saisonnalité. Quand il y a de la demande, on charterise. Quand il y a des périodes où il y a un volume important sur les États-Unis, sur Miami, mais on fait venir des charters.
Donc là encore, c'est si on propose à nos compatriotes donc, des destinations intéressantes, on va trouver des moyens aériens. Donc c'est ce travail auquel il faut qu'on puisse s'atteler, offrir plus de possibilités donc, à nos compatriotes pour voyager, diversifier, ne pas forcément donc, aller en métropole. Il faut conserver ce qu'on a, hein, attention, mais diversifier pour pouvoir offrir des possibilités à nos compatriotes d'aller ailleurs. Et au-delà du tourisme, ces problèmes liés au transport aérien posent aussi un problème pour le développement économique de la Martinique et son inscription dans le bassin caribéen. C'est-à-dire que si on ne peut pas voyager facilement entre les îles, du coup, on ne développe pas non plus de business avec les îles qui sont autour. Ne serait-ce que la Guyane, donc c'est l'exemple que j'ai pris, qui a été cité récemment à l'Assemblée nationale par le député Jean-Philippe Nilor. On se rend compte par exemple qu'un billet Fort-de-France-Cayenne, c'est quasiment le même prix. Fort-de-France-Cayenne et Paris-Cayenne. Donc Fort-de-France-Cayenne, c'est 534 €, Paris-Cayenne, 551 €, avec une charge de carburant qui est quand même 3 fois moins élevée pour Fort-de-France-Cayenne. Donc comment on explique ça et comment est-ce qu'on peut corriger ça? Je voudrais déjà finir sur le sujet juste précédent. La Martinique n'est pas une destination inclusive, c'est une destination qui se découvre. À Saint-Domingue, prendre sa voiture et partir à l'aventure, je pense que c'est prendre un risque. Mais en Martinique, c'est une île qui se découvre. D'abord parce qu'elle a beaucoup d'offres, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de possibilités, des musées, de l'offre culturelle, gastronomique, des paysages, de la randonnée. Il y a énormément d'offres sur la Martinique. Elle se découvre. Les loueurs de voitures peuvent attester qu'effectivement, nos clients ont quand même un profil très autonome. Donc ça, c'est un point de départ. Et si on rejoint effectivement l'aspect plus économique de la Martinique au milieu de la Caraïbe, il faut savoir aussi que même sur le plan du tourisme, la Martinique fait en moyenne 20% de son chiffre d'affaires avec le bassin caribéen et qui plus est le bassin antillais français. Donc il est clair qu'à partir de là, il y a une vraie dynamique régionale, même au niveau du tourisme. Il faut Alors, bien l'intégrer. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la destination Cayenne, par exemple. Sur la destination Cayenne encore, c'est une clientèle captive. Bon, vous savez, c'est un département français. Enclavé dans l'Amérique latine. Bon. Actuellement, qu'est-ce qui voyage entre la Guyane et la Martinique et la Guadeloupe? Ce sont les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais. Bon. Mais c'est ça, on a l'impression que quand même, on profite de cette clientèle captive pour augmenter les prix exagérément. La grosseur de l'avion, vous savez, plus un avion est petit, plus le siège kilomètre est cher. Donc, on ne peut pas comparer par rapport à un avion qui prend 350 personnes et un avion qui en prend 150. Ce que vous voulez dire, c'est que ce sont des avions plus petits, donc pour les rentabiliser, il faut vendre le billet plus cher. Disons que c'est un petit peu le problème du type d'avion. Aujourd'hui, on mettra un 747 Fort-de-France Cayenne et qu'on le remplit, le billet sera à 150, 200 € maximum. Le problème est là. Il faut savoir que le volume de personnes que l'on transporte est pour preuve. Air Caraïbes y a été, Air Anti-Express y a été, ils se sont retirés. Donc c'est parce que ça n'était pas rentable. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a une chose qu'il faut vraiment voir. Pour prendre un exemple, pendant l'été, comme disait M. Touliard, nous avons convaincu Air France l'an dernier à nous mettre un avion Fort-de-France-Punta Cana en direct, 1h15 de vol. Écoutez, ça a été un énorme succès, ça a été renouvelé cette année et on s'aperçoit que... D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que quand il y a de la demande, ça fonctionne. Voilà. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas, sans revenir sur la privatisation de certaines lignes aériennes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mission de service public derrière les transports aériens pour des îles comme les nôtres? Je pense qu'il faut voir déjà qui opère ces lignes. Alors, ce sont des compagnies privées. Comme l'a expliqué effectivement Raphaël, il est clair que nous avons sur ces destinations-là des avions qui ne sont pas complets tout le temps. Donc, s'ils ne sont pas complets tout le temps, il y a un calcul moyen du billet d'avion qui doit permettre à la ligne d'être rentable. Et comme il explique très bien, si la ligne avait été réellement rentable, je crois qu'il n'y aurait pas eu de désengagement de quelques compagnies que ce soit. Donc, il y a bien derrière tout ça des compagnies privées qui optimisent leur rentabilité. Vous avez raison de dire que effectivement, lorsqu'une ligne effectivement est quelque part un petit peu exclusive, en tout cas il y a une sorte de monopole sur cette ligne-là, oui, c'est le. On a tendance à augmenter quand même les tarifs. Mais c'est malheureusement, si vous voulez, le rapport entre l'offre et la demande, et c'est ce qui fixe, c'est ce qui détermine aujourd'hui dans une économie moderne.
le niveau de tarification. Alors, autre question sur ces courts courriers. Les taxes pèsent du coup plus lourd. Proportionnellement, sur un vol Fort-de-France Pointe-à-Pitre, les taxes, c'est un tiers du billet. Est-ce que pour impulser une dynamique caribéenne, on ne pourrait pas baisser ces taxes? Écoutez, on a indiqué tout à l'heure la série de taxes qu'il y avait. Donc, la taxe d'aviation civile, c'est exactement la même sur un vol Paris que sur un vol Pointe-à-Pitre. La taxe aéroport est la même parce qu'on paye, c'est les mêmes pompiers qu'on paye et c'est les mêmes formalités de sûreté qu'on subit lorsqu'on va, quelle que soit la destination. Par contre, la redevance passager est inférieure puisque c'est sous ces zones, parce que notre redevance passager est en fonction des zones et en fonction des volumes, j'allais dire, produits par ces zones-là. Donc, on module notre redevance passager en fonction donc, des différentes zones. Et sur la zone Caraïbe, elle est inférieure que sur la zone métropole. Donc, on peut faire varier, effectivement, pour pouvoir faire... On ne pourrait pas le faire plus pour impulser cette dynamique? Écoutez, on a un équilibre, si vous voulez, à trouver par rapport aux services que nous rendons, nous, à l'aéroport. On rend un certain service donc, aux passagers qui va donc, en Guadeloupe. Et on rend un service qui est un passager qui va en métropole. En fonction de ces différents services, on adapte Vous adaptez vos tarifs. Alors, je voulais, avant qu'on conclue cette émission, revenir sur un épisode qui a eu lieu récemment. Donc déjà, le relier au premier reportage où on a vu une dame qui n'avait pas pu venir en Martinique, qui est martiniquaise, qui est établie en France et qui n'avait pas pu venir en Martinique depuis 10 ans à cause de la cherté des billets, dont les enfants ne connaissaient pas les grands-parents à cause du même phénomène. Et il y a quelques semaines, on a pu assister à l'aéroport d'Orly à une scène tout à fait particulière avec une promotion mise en place par Air Caraïbes. On a pu assister à ça et ils voulaient vendre... voilà. Voilà, donc l'image parle d'elle-même, c'était pour des billets qui étaient proposés à 100 €, des allers-retours sur la Martinique. Ça traduit quand même un vrai désespoir, en fait, d'une partie de la population donc martiniquaise établie hors du département. Et puis, à mon avis, on a le même désespoir ici de gens qui aimeraient aussi partir. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Écoutez, grâce à la DOM, déjà au départ de la Martinique, il y a une soupape de sécurité qui permet, la DOM en règle générale en fonction des revenus, donne 210 € ou 350 € sur un billet d'avion. Ce qui veut dire que si nous reprenons mon exemple... Sous condition de ressources. Pardon ? Sous condition de ressources, bien sûr. Ça concerne peu de personnes. Non, pas peu de personnes, parce que nous en transportons pas mal. Bon. D'ailleurs, ça nous a donné à nous, agences de voyage et compagnies aériennes, une bouffée d'oxygène. Je sais que le gouvernement, en ce moment, étudie la même chose au départ de Paris, enfin au départ de la France. Bon. Je pense que c'est là la solution, parce que sinon, ça n'est pas juste que nous sommes Français comme ceux qui sont en métropole. Alors, le tout, ça va être discriminatoire, parce que ça va être pour les originaires. Est-ce que ce sont les personnes nées aux Antilles et qui vivent en métropole? C'est parce que le dossier est très complexe. À une époque, j'ai travaillé avec le précédent gouvernement, sur ce dossier, et ça soulevait tellement de problèmes. Savoir qui est antillais ou pas, s'il faut être né, voilà. Alors ça, c'est un autre problème. Alors, comme on arrive à la fin de cette émission, je voudrais quand même vous faire réagir l'un et l'autre sur ces images qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce désespoir social qui existe ? Il faut en tirer des enseignements parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a une ruée vers l'or. Il y a sûrement là-dedans des gens qui se sont dit, si j'achète un billet à 100 €, je pourrais le revendre plus cher. Puis il y a vraiment ceux qui n'ont pas les moyens de venir et qui se sont dit, c'est le moyen c'est l'occasion pour moi de venir. Alors effectivement, ce sont des images tristes. Donc on a à continuer à travailler, à développer donc ces dessertes aériennes. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec l'engagement de la région au niveau Caraïbes. Donc, si vous voulez, l'adhésion à l'AEC de la région et de son président, on va devoir partager, entre guillemets, les opérations sur la Caraïbe. On peut très bien imaginer que demain, au lieu que ce soit une compagnie purement française qui opère au départ de Fort-de-France ou en direction, par exemple, de Belém, ça puisse être une compagnie brésilienne, etc. Donc, si vous voulez, ce partage économique qui peut s'imaginer à travers cette politique de développement sur la région Caraïbe va
aider à donner un maillage un peu plus accessible. Ça peut être le cas aussi au niveau de XL Airways, par exemple. C'est une compagnie qui est au départ de Charles de Gaulle, mais qui dessert aussi d'autres capitales de l'Europe. Je pense que c'est justement en ouvrant le ciel qu'on va pouvoir réguler le prix du billet d'avion, voire le faire baisser. François Audiard, ça va être long d'ouvrir le ciel? Le ciel européen est ouvert. N'importe quelle compagnie européenne qui veut venir donc en Martinique peut le faire. Ce que nous avons vu là, effectivement, je trouve ça un peu triste, effectivement, mais ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une réelle attente de par nos compatriotes donc, qui vivent donc, en France métropolitaine pour venir rejoindre la famille. Donc, il y a... c'est dommage, les compagnies aériennes ne sont pas autour de la table, mais il y a une vraie réflexion à mener auprès des compagnies aériennes, par les compagnies aériennes, pour avoir une politique mais le fait qui soit plus adaptée. Le fait qu'elles ne soient pas autour de la table, c'est aussi mauvais signe, elles ne veulent pas parler. Écoutez, il faut leur poser la question. Moi, je crois qu'il y a une réelle réflexion à mener, à la fois donc, par les compagnies, mais à la fois peut-être aussi par le gouvernement. On a vu sur le lissage donc, des congés bonifiés, sur un accompagnement, sur des aides qui peuvent être apportées donc, aux originaires, mais tout ceci mérite effectivement une prise en compte. Ce qu'on a vu là, moi, j'aurais vraiment souhaité qu'on ne le revoie pas. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Olivier Bénard que nous avons perdu en cours de route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver lundi soir en deuxième partie de soirée ou sur notre site internet www.atv.mq. La semaine prochaine, nous parlerons des jeunes entrepreneurs en Martinique. Chaque année, ils sont nombreux à se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises. Quelles sont leurs difficultés? Comment entreprendre avec succès? On en parle jeudi à 20h. Même chaîne, même heure. Très bonne soirée à tous.